Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce live GetMint avec Victor Da Silva, qui est expert reconnu du GEO et du SEO et qui va nous partager sa stratégie pour augmenter la visibilité des marques dans les IA en 30 jours. Très concrètement, avec Victor, nous allons décrypter ensemble les clés pour savoir quelles sont les actions concrètes à réaliser, dans quel ordre, avec une méthode éprouvée, afin qu'à l'issue de ce live, vous sachiez exactement quoi faire pour augmenter votre visibilité dans les IA génératives et qu'au final, vous génériez plus de business grâce à ces nouveaux canaux d'acquisition. D'ailleurs, petite note, nous avons développé un toolkit GetMint gratuit qui vous permettra d'être guidé pas à pas dans votre stratégie GEO et qui est téléchargeable dès aujourd'hui sur notre site getmint.i, donc n'hésitez pas à y aller. Pour ma part, je suis Johan Murkovic, CEO et cofondateur de GetMint. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et très heureux d'accueillir Victor. Salut Victor. Ça va la forme? Ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Carrément. Et tu accompagnes une multitude de clients dans la stratégie SEO GEO. On peut citer Doctolib, Payfit, Mooncard, voilà. Donc c'est quand même des noms assez solides. Et tu utilises GetMint tous les jours. J'en suis ravi et merci pour ça. Et tu vas nous dévoiler tes clés, tes recettes en quelque sorte pour augmenter la visibilité dans les IA de manière structurée et actionnable. Le format est le suivant, on va discuter ensemble 45 minutes et puis on prendra 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez surtout pas, là au fur et à mesure, dès que vous avez une interrogation, à utiliser le chat prévu à cet effet pour poser toutes les questions. On y répondra à la fin, on prendra 15 minutes. Peut-être avant de commencer, 2 mots sur GetMint. Notre mission est simple, globalement, c'est de faire en sorte que les modèles d'IA deviennent de véritables canaux d'acquisition client, canaux de distribution de produits qui sont performants et maîtrisés, avec une plateforme qui vous aide à comprendre comment votre marque apparaît aujourd'hui dans les IA, de définir votre plan d'action pour augmenter votre visibilité et d'exécuter ce plan, c'est le point le plus important et peut-être le plus difficile, de manière concrète, notamment avec la production de contenu et sa diffusion, là où les modèles vont chercher leur information pour qu'ils recommandent vos produits au bon moment. Voilà, alors Victor, déjà, première question, pourquoi est-ce important de faire du GEO aujourd'hui ? Je pense que c'est important de faire du GEO parce que c'est un nouveau canal d'abord, c'est un nouveau canal d'acquisition qui est quand même vraiment rattaché en fait au search puisque c'est une nouvelle manière, une nouvelle plateforme pour chercher de l'information. Et en fait, ça ouvre tout simplement de nouvelles opportunités. Donc, on avait un petit peu jusque-là, il y a eu un discours un petit peu SEO égale GEO, etc. Force est de constater que le GEO est en train de faire changer un peu le parcours d'achat, que les nouveaux moteurs génératifs, que ce soit les LLM et AI Overview, sont en train en fait de modifier nos habitudes, de modifier comment on consomme de l'information. Et du coup, en fait, c'est des opportunités pour les marques. Ça s'est beaucoup développé, je trouve, en 2025. Ça va continuer en 2026. Il y a plein de news qui arrivent tous les mois. C'est hyper dur de suivre le sujet. Donc voilà, je pense que c'est hyper important. Il faut aussi le voir peut-être comme une sous-branche du SEO, quelque chose qu'on vient faire en plus du SEO. Mais en tout cas, je pense que à partir de 2026, les marques qui commenceront à vraiment négliger ça et à ne pas, à minima, s'y intéresser, lancer un tracking, etc., prendront un petit peu de retard sur le sujet. J'entends souvent nos clients ou nos prospects qui nous disent OK, le GEO c'est important, mais ça représente que 1 à 4% du trafic de mon site. Est-ce que vraiment c'est un sujet à traiter aujourd'hui si ça représente que 1 à 4%? Je pense que le trafic, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est plutôt l'influence qu'ont ces LLM, ces moteurs génératifs sur la décision. Et voilà, moi, avec l'expérience, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on voit dans nos outils analytiques, c'est notamment par exemple dans GA4, Google Analytics 4, est un peu sous-estimé. Donc les conversions qui peuvent remonter sont peut-être un peu sous-estimées puisque au final, quand on recherche dans un LLM, on va aussi bien cliquer sur un lien, mais aussi on va surtout se faire influencer par les marques qui vont être mentionnées. Donc en fait, de fait, notre stack analytique classique manque tout un pan, je pense, de la performance et ça vient créer des problématiques d'attribution qu'on connaît bien déjà en marketing, mais qui devient encore au final plus complexe. Donc en fait, c'est plus juste, il ne faut plus uniquement se rattacher au tracking du trafic, de suivre ça. Alors, ça reste important. Ça reste important, mais il y a toute une part cachée en fait qui vient du GEO et qui aujourd'hui est plus difficilement détectable. Exactement.
Et c'est en lien du coup avec un petit peu les nouveaux KPIs qu'on peut retrouver dans le GEO, avec par exemple les citations, qui sont à quel point votre site est cité dans les sources des LLM, les mentions, à quel point votre marque est citée donc comme un mot. Alors, attends, cité, ça veut dire consulté par les modèles. Ouais, exactement. Cité, on est vraiment sur est-ce que l'URL de mon site, elle apparaît dans les sources lorsque je fais une recherche ChatGPT par exemple. Et mentionné, c'est vraiment, voilà, je demande quel est le meilleur outil GEO. Bon, on va me répondre GetMint, voilà, la marque a été mentionnée. D'accord. Mais on verra plus loin dans le live que parfois on est cité et pas mentionné, ou mentionné et pas cité. Donc c'est un peu les nouveaux KPI qui viennent en addition de KPI plus classiques, du trafic, des conversions plus basiques. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut uniquement travailler son GEO ou que son SEO, faire les deux? Enfin, comment ça s'emboîte les deux sujets? Ouais, je pense qu'il ne faut pas être extrémiste là-dessus. Il faut voir ça comme, comme j'ai dit, c'est une opportunité. Il y a une dépendance qui est claire en fait au SEO. Donc un des piliers quand même fondamental, c'est d'aller travailler son SEO aussi. Il y a certains cas où une stratégie Geo First peut être intéressante. Je ne suis pas sûr que dans la majorité des cas, ce soit très pertinent. Donc moi, je conseille d'aller construire une base SEO, s'intéresser tout de suite au Géo pour voir si on a des opportunités, commencer à traquer, etc. Et pour des marques qui ont déjà une certaine maturité en SEO, il faut y aller. Ça ne veut pas dire couper 80% de ses budgets SEO pour les mettre sur le Géo, mais ça veut dire débloquer 20-30% de budget pour ce nouveau canal en addition au SEO plus classique. Et peut-être en quelques mots, c'est quoi la grande différence entre le GEO et le SEO? Je pense que c'est, pour bien comprendre, la grande différence, c'est vraiment quel est le mode de recherche, quelle est la technologie. Donc, par exemple, les moteurs de recherche classiques, Google, SEO, Search Engine Optimization, on optimise la visibilité dans les moteurs de recherche classiques comme Google, Bing, etc. Pour le Géo, en fait, c'est la réciproque du SEO, mais pour les moteurs génératifs cette fois-ci. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a tous les LLM, donc Claude, ChatGPT, Perplexity, vous les connaissez tous, et tout ce qui est aussi AI Overview, que ce soit sur Google ou sur Bing. Donc les petits résumés IA qu'on voit en haut de la SERP, qu'on ne voit pas encore en France d'ailleurs, mais que vous ne tarderez pas à voir logiquement dans les prochains mois. Alors rentrons dans le concret. Le Géo, comment ça marche? Belle question. Alors comment ça marche déjà? Déjà, il faut comprendre en fait les mécanismes, je pense. Donc, comprendre un petit peu comment fonctionne le moteur génératif, pourquoi il va mentionner plutôt une marque, plutôt cette marque ou plutôt l'autre. Donc, déjà, en fait, quand on fait une recherche sur les LLM, on va avoir une déconstruction du prompt en ce qu'on appelle des query fan-out. Donc, ce sont en fait des requêtes que vont taper les LLM sur Google ou sur un moteur de recherche plus classique. Donc déjà, on voit qu'il y a une dépendance là sur la partie. Il y a une dépendance au moteur de recherche classique. Et ensuite, on va avoir donc le LLM qui va, à partir des résultats qu'il va trouver, se demander si cette page est intéressante, etc. Il y a une sorte de scoring qui va être fait, une appréciation en fait du contenu de ces pages qui va être derrière sélectionnée pour générer la réponse. Et en fait, on a plusieurs endroits pour agir et commencer à faire de la performance en géo. C'est déjà apparaître en fait donc dans ces contenus sélectionnés par le LLM, et après faire aussi en sorte que la marque en elle-même soit citée. Et là-dessus, ça ne dépend pas uniquement du contenu, il y a tout un spectre de facteurs externes qui influencent, un petit peu à l'image du SEO, où on a la partie off-page, netlinking, etc. En GEO, on a la marque qui est comprise comme une entité par le LLM, et du coup, il faut faire en sorte que cette entité soit connue, reconnue et associée surtout en fait au sujet de l'entreprise. Par exemple, si l'utilisateur cherche logiciel de paye, on va avoir des marques qui sont des logiciels de paye vont mieux remonter, et plus elle est associée au mot logiciel de paye, plus la marque va remonter. Ça, on pourra le détailler un petit peu après. Donc voilà, je pense grossièrement comment ça marche, mais la vraie question, je pense, c'est comment est-ce qu'on aborde le sujet, et peut-être dans un premier temps, la bonne approche de ce sujet, avant d'agir, c'est de se dire comment on traque. Donc là-dessus, pour le coup, GetMint, très utile, mais avant de passer sur GetMint, il faut d'abord déterminer tous ces prompts. Et ça, c'est aussi en soi une partie du travail à faire. Alors juste les prompts, pourquoi c'est si important et qu'est-ce que c'est en fait globalement? Parce que c'est peut-être la base du Géo déjà, c'est ce portefeuille de prompts, mais peut-être pour ceux qui sont vraiment au début du sujet, c'est quoi ces prompts? Les prompts, pour ceux qui nous regardent et qui comprennent à moitié de quoi on parle, c'est vraiment donc
les phrases ou les mots qui vont être tapés sur les LLM pour rechercher un produit ou un service. Je reprends l'exemple du logiciel de paye, mais on peut avoir, voilà, je suis directeur financier, je recherche un logiciel de paye pour mon entreprise, conseille-moi des logiciels. Bon, ça, c'est un prompt. Avant, en SEO classique, sur Google, on aurait tapé logiciel de paye, tout simplement. Donc, on est passé de mots-clés à des logiques de conversation qui peuvent avoir plusieurs étapes. Et c'est fondamental, en fait, de bien définir les prompts qu'on traque, puisque en fait, à l'inverse du search classique et du SEO où on a beaucoup de data, voilà, on va avoir la data de la Google Search Console, on va savoir les utilisateurs qui cliquent, sur quels mots-clés, etc. Aujourd'hui, ça, on l'a pas. Bon, en partant de ce constat, on est obligé de déterminer en fait un scope de prompt. Et plus ce scope de prompt, donc une liste de prompts, peut-être 20-30 prompts déjà pour commencer, plus ces prompts correspondent à ce que recherchent en réalité les utilisateurs, plus derrière, on aura un tracking qualitatif et donc des recos logiques. D'accord. Et le risque, tout simplement, c'est de mal définir ces prompts et de se retrouver derrière à analyser quelque chose qui a peu de sens, tout simplement. Et du coup, ouais, donc tu dis que contrairement au SEO, où on a beaucoup de données, notamment grâce à Google, là, on n'a pas de données qui sont partagées par les grands modèles. On ne sait pas vraiment les discussions. Pas encore. Pas encore. On espère bientôt. Donc la clé, c'est bien définir ces prompts. La question qui suit, c'est comment on fait ? Comment on fait pour bien faire ce portefeuille de prompts ? Je pense que sur les sujets sur lesquels j'ai travaillé, moi j'ai une approche qui est très transactionnelle, c'est-à-dire que j'évite de me perdre dans des centaines de prompts. Et j'ai une approche qui est assez simple, qui est la suivante, se dire quels sont vos mots-clés transactionnels en SEO. Donc là, je reprends mon exemple de logiciel de paye, mais ça peut être logiciel de paye, faire sa paye, etc. À partir de ça, et je vais vous montrer justement à l'écran juste après, mais à partir de ça, vous pouvez déjà déterminer une première partie de prompt. Il y a une autre approche que j'aime bien, c'est l'approche plutôt job to be done qui rentre par le use case, le cas où on va pas rentrer par je cherche un logiciel de paye, mais plutôt par j'ai besoin d'un outil pour créer, pour faire les fiches de paye, pour gérer la paye, c'est un souci pour moi, etc. Donc là-dessus, je peux montrer peut-être une partie de la documentation que j'ai fait à ce sujet. Je pense que l'approche, c'est vraiment faire un groupe de prompts qui est très orienté conversion. Donc là-dessus, là vous pouvez voir à l'écran qu'ici, donc j'ai noté par exemple topic comptabilité. Donc là, je vous donne un exemple sur logiciel de comptabilité, tout simplement. Topic aussi, c'est intéressant d'en parler. Ouais, les topics, c'est quoi ? Ce que c'est. Un topic, en fait, c'est un peu l'équivalent du cocon ou du cluster sémantique en SEO. Donc tout simplement, imaginons une entreprise qui fait, on va prendre Sage par exemple, qui est un gros acteur du SaaS, comptabilité, paye, ERP, etc. Sage fait autant de la comptabilité, de l'ERP, de la paye, du RH. On va pas juste tout mettre, tous les prompts à l'intérieur, sinon ça va devenir un peu inaudible. Okay. Donc le topic, son utilité, c'est vraiment de venir segmenter et de faire un ensemble de prompts qui est cohérent et de venir faire une base d'analyse comme ça sur un sujet. Donc c'est comme une grande ligne de produit. Exactement. C'est comme une ligne de business avec potentiellement un univers concurrentiel différent. Exactement. Ça peut être aussi une région différente. Par exemple, logiciel comptable France versus Espagne, c'est pas la même chose ? Ça peut être. C'est une manière aussi de catégoriser par marché. Donc je pense que déjà, tu vois, en citant dimension produit et marché, on a déjà quelque chose qui est cohérent sur le split. Donc ce que je comprends, c'est que si vous avez plusieurs lignes de produits sur plusieurs marchés, il faut isoler une ligne de produit par marché et faire concentrer, travailler son portefeuille de prompt en isolant sur cette ligne de produit. Voilà. Quitte au départ, si vous avez vraiment beaucoup de lignes de produits, à vous concentrer peut-être sur une ou deux prioritaires et à commencer à faire ce travail-là, puisque mine de rien, si on fait ça sur tous les produits, ça peut vite faire du taf. Donc là-dessus, à partir de ça, lister les cas d'usage. Donc ici, j'ai noté automatiser la comptabilité, gérer la trésorerie, etc. Lister vos cibles, lister vos concurrents, etc. Et à partir de vos mots-clés transactionnels, donc que j'ai noté juste ici, logiciel. Et les mots-clés transactionnels, très concrètement, on les trouve où ? Vous pouvez les trouver Google Search Console. Généralement, quand on fait un peu de SEO, on les connaît. D'accord. Sinon, juste la question hyper simple à se poser, c'est lorsque votre cible, tout simplement, recherche votre produit ou votre service, qu'est-ce qu'elle tape dans Google ? C'est un petit peu on arrive souvent après ces mots-clés sur des pages de vente, des pages de. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est peut-être ça, là où le lien, le socle commun entre le SEO et le GEO, c'est qu'on part des mots-clés qu'on arrive à détecter via Google, qui ont le plus d'impact business, et ensuite, à partir de ça, ce que tu disais, c'est qu'on commence à réfléchir des différentes cibles, on les décline,
C'est ça. Et on construit ce portefeuille de prompt comme ça, en fait. Et exactement. Donc, la méthodologie ici, c'est ce que je montre à l'écran, c'est vraiment repartir de ces mots-clés transactionnels, les mettre en dimension avec vos différentes cibles. Et ça vous fait déjà un premier batch de prompts qui est assez intéressant. Vous pouvez peut-être avoir déjà 10, 15, 20 prompts comme ça, sachant que inutile de vraiment décliner, voilà, vous voyez à l'écran, donc TPE, PME, grande entreprise, inutile d'ajouter des dimensions à rallonge en disant CFO de grande entreprise, responsable marketing, etc. Parce que ça peut vite aussi faire des prompts qui sont assez similaires. Donc là-dessus, ça c'est la première approche. Et un prompt qui est similaire, ça change pas grand-chose en fait. La problématique, c'est juste qu'on va complexifier la chose et dans l'analyse, on va trouver à peu près les mêmes recos. Donc on va juste démultiplier le temps qu'on passe à faire l'analyse. Il vaut mieux avoir quelques prompts bien ficelés, bien travaillés que d'en avoir 300. Quoi. Moi, ce que je fais pour mes clients, très concrètement, c'est par topic entre 20 et 40 prompts. Maximum avec déjà pour des produits qui sont assez complexes, etc. Donc déjà 20-30 prompts pour vous, c'est parfait. Et là-dessus, vous pouvez compléter avec ce que j'appelle l'approche job to be done. Donc ici, pour vous donner un exemple, au lieu de dire je cherche un logiciel de comptabilité, on va être plutôt dans l'approche de dire je suis comptable en entreprise, quelle solution automatisée choisir pour centraliser notre comptabilité et réduire les coûts de saisie. Donc là, on rentre moins par le produit, mais on rentre plus par le besoin, le use case en fait. Et justement, ces use cases-là, où est-ce qu'on peut savoir qui sont les plus performants, les plus puissants en tout cas pour notre business? C'est pareil, c'est Google Search Console qui nous donne l'information ou... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, tout à l'heure, tu as dit le lien entre SEO et GEO. Ce lien, il se fait par le fait qu'en fait, on parle d'intention. C'est des intentions qui sont exprimées par les utilisateurs, c'est des besoins en fait, tout simplement. Et notre rôle, que ce soit en SEO ou en GEO, c'est de mettre notre marque en avant comme solution pour ce besoin. Et là, ce travail-là, en fait, de création des prompts, on peut vraiment le faire en lien avec l'équipe sales, avec l'équipe produit, parce qu'en fait, il va falloir... ces cas d'usage, généralement en marketing, on les connaît, mais les mieux placés pour les savoir, c'est les sales, c'est les personnes qui bossent le produit ou qui sont sur le terrain. Donc, petit tips là-dessus, moi, je vous conseille d'organiser des workshops, de faire ça sous la forme d'un mapping, comme je vous montre à l'écran. Et n'hésitez pas à inviter dans votre boîte des personnes qui font du sales, du produit ou d'autres choses. Très intéressant. On reviendra peut-être sur le sujet organisationnel pour savoir comment s'organiser en interne, parce que c'est un sujet qui revient très souvent. Donc là, on a travaillé notre portefeuille de prompt. Ouais. On a bossé ça avec les différentes équipes. Il est solide. On a une trentaine, on n'a pas 300. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? On lance le tracking sur GetMint. Ok. Et voilà, on va profiter du super onboarding sur GetMint pour paramétrer son compte. Donc une fois que vous avez les prompts, que vous connaissez, les concurrents, etc., vous pouvez paramétrer votre compte GetMint, donc qui va inclure donc tout ce volet sur les prompts de visibilité, mais aussi l'outil, c'est pour ça que je l'aime bien, qui inclut aussi tout le volet sur le sentiment et l'alignement. On peut peut-être en dire deux mots. Ouais. Du coup, sentiment, c'est tout simplement le sentiment des LLM vis-à-vis de votre marque. Il peut y avoir plutôt un sentiment positif, plutôt un sentiment négatif. Souvent, c'est pas blanc ou noir, c'est potentiellement aller chercher des petits points noirs externes qui influencent à la baisse sur un peu c'est un peu de l'irréputation en fait, sur la réputation de la marque. Et ensuite l'alignement, c'est de se dire si par exemple je suis GetMint, je veux que mes clients me perçoivent de telle ou telle manière. Il faut que je détermine, je suis une entreprise innovante, leader sur le marché du GEO, etc. Et ça, c'est des choses aussi qu'on peut mesurer pour voir si le LLM comprend bien ce positionnement-là. Et parfois, on se rend compte que l'équipe en interne a une vraie envie de se positionner sur un sujet donné, par exemple entreprise éco-responsable, mais le LLM ne perçoit pas du tout cette nuance. Ouais. Et en fait, dans le discours, et ça c'est un point intéressant aussi, c'est que moi j'aime bien dire que les LLM, ce sera demain nos premiers sales. Tu vois, c'est un peu... on va avoir des demandes, on va interagir avec des LLM, puis encore demain des agents, et ces agents-là vont argumenter notre marque en fait. Oui, en fait, le géo, au final, si on le résume, c'est entraîner les modèles pour qu'ils soient des bons vendeurs de notre produit, quoi. Et exactement, et qu'ils disent pas n'importe quoi, qu'ils aient bien pris le pitch. Et donc là, on a abordé une notion qui est les KPI, donc il y a la visibilité. Ouais. Ça aussi, je peux montrer un petit peu. Donc... Attends, revenons. On a fait le portefeuille de prompt, on a fait l'onboarding. Ouais. On laisse tourner. Là-dessus, on arrive sur une interface GetMint qui ressemble à ça.
Tout simplement, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une impermanence en fait dans les résultats géo. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, on peut avoir des résultats qui sont assez différents. Donc, il y a un intérêt à laisser tourner l'outil peut-être 1 semaine, 2 semaines, déjà pour récolter un premier flux de data et qu'on se retrouve avec quelque chose qui est cohérent. Et ensuite, pour vous donner juste une visibilité un petit peu des KPI clés qu'on peut retrouver sur Getmin, donc il y a ce qu'on appelle les mentions. Donc je le redis, c'est vraiment à quel point votre marque apparaît comme mention dans une réponse LLM. Ouais, elle est recommandée, quoi. Elle est mentionnée. Exactement, sur le scope de prompt, encore une fois, qu'on a défini. Et à quel point notre site, cette fois-ci, est cité. Mais là, on parle des sources. Donc ici... citer, c'est consulter. Exactement. C'est pas évident, c'est mention. Je suis mentionné dans la réponse. Citer, mon site est consulté par les modèles. Exactement. Et ici, donc, vous avez deux endroits sur GetMint où on est plutôt sur la logique de mention. Donc là, on voit c'est basé sur 1026 réponses et on voit à quel point, donc, si on prend l'exemple de Penny Lane, donc sur ce compte test, à quel point Penny Lane a été mentionné. Donc on voit que là sur l'univers concurrentiel qu'on a mis, Sage, Cegid, EBP, etc., Penny Lane arrive en tête. Et si on sort de cet univers concurrentiel et qu'on est vraiment sur le marché entier, là on parle de part de voix, share of voice en anglais. Et ici, on a toujours Penny Lane qui est premier sur le sujet, mais on voit que le share of voice est splitté entre plein de brands différentes. Donc on peut voir vraiment en fait... tout un tas de marques concurrentes ou des fois qui sont pas vraiment 100% concurrentes. En tout cas mentionnées. Voilà, mais elles viennent cannibaliser des fois. Ouais. Et on a ces datas-là du coup sur Getmin, donc on est vraiment sur la partie mention. Et ensuite, on a la partie plutôt citation sur cet espace ici, où là, on raisonne plus en tant que marque, mais plutôt en tant que site, donc domaine. Et là, on voit un truc intéressant, c'est que même si Penny Lane est la marque la plus mentionnée, c'est pas forcément le site le plus cité. Et ça, c'est assez intéressant à voir puisque là-dedans, en fait, au fond, on a des jeux de est-ce que le site est assez optimisé, est-ce que la marque en externe est forte. Et parfois, on peut avoir une marque qui est beaucoup, beaucoup mentionnée, mais très peu citée, signe qu'en fait, en externe, la marque est hyper forte, mais que sur le site, il y a de la dette et il y a du travail à faire. Donc en ça, tu vois, c'est encore une opportunité pour faire plus. Là, peut-être qu'on peut arriver sur la notion d'audit en quelque sorte géo. Qu'est-ce qui est important dans cet audit? Ce que je comprends, c'est que les sources sont extrêmement importantes, enfin, les sites cités, les sites consultés. Toi, quand tu arrives là-dessus, tu as fait tourner globalement 2 semaines les premiers chiffres sur GetMint. Voilà, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu vas regarder directement? Alors moi, ce que je fais, ce que je vous conseille de faire, et là, c'est le début de la méthodologie pour faire l'audit, c'est vraiment de se dire... déjà, faites une première analyse. C'est ce que j'ai un peu commencé à faire ici. Bon, est-ce qu'on, dans notre univers concurrentiel, est-ce qu'on est les plus mentionnés? Est-ce qu'on est les plus cités? Regardez un petit peu comment se comportent les concurrents, etc. Mais il y a quelque chose à faire en particulier qui est hyper intéressante, c'est de repartir en fait des top domaines. Donc là, on voit vraiment le top 10, mais on peut en fait télécharger et avoir le top 100. Donc on peut retrouver sur notre scope de prompt quels sont les 100 domaines qui influencent le plus. Parce que du coup, quand on parle de citation, on parle vraiment d'influence, puisque le site est consulté. Et ça, c'est déjà un premier pas d'audit, puisque en fait, vous aurez cette liste de sites, et vous pouvez juste déterminer si le site en face, il est concurrent ou pas. Et en fait, typiquement, donc Penny Lane, sûrement que Conto, il y a de la concurrence sur des produits, donc on va rien pouvoir faire avec eux. Ouais. Par contre, Tooladvisor, ça c'est une petite plateforme de comparateurs, par exemple, de comparateurs de logiciels. Est-ce qu'on est présent dessus? Est-ce qu'on n'est pas présent dessus? Donc on peut déjà avoir un premier niveau d'analyse pour se dire, ok, est-ce qu'il y a des domaines qui ont beaucoup d'influence et sur lesquels je ne suis pas mentionné? Et on peut déjà avoir une première roadmap sur se dire, sur Tooladvisor, il va falloir aller se faire mentionner, il va falloir aller acheter un espace, je ne sais pas, enfin, il y a plein de solutions possibles. Et autre chose qu'on voit aussi ici, qui est assez intéressante, YouTube remonte en 6e position. Et ça, du coup, peut-être poser la question de se dire, est-ce que Penny Lane ou est-ce que la boîte a une stratégie YouTube? Ouais. Et là, on en revient au truc un petit peu multimodal, où les LLM vont aussi consulter de l'information sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Peut-être on peut revenir sur une notion, parce que en fait, ce qui est important là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand un utilisateur parle avec son IA préférée, l'IA décompose ces discussions en query fan out. Ça veut dire qu'elle va elle-même faire des recherches en ligne. Exactement. Et va aller
consulter une multitude de sites et de sources qu'elle a détecté comme pertinents sur ce sujet pour essayer de savoir la réponse. La réponse. Et donc, du coup, c'est là où c'est super important que la marque soit présente sur ces sources-là, puisque si elle est, imaginons que là, en l'occurrence, Penny Lane est toujours présent et toujours mentionné sur l'ensemble des sources, ça veut dire qu'il y a 100% de chances d'être mentionné dans la réponse. Quasiment, il y a d'autres facteurs, mais quasiment. Et en fait, là où il faut aller, c'est après cette analyse macro. Ça, c'est bien beau, mais on reste sur le scope de prompt. Donc derrière, on a 30, 40 prompts, on ne comprend pas vraiment. Donc à part se dire, on va faire une action sur tel ou tel site, on ne comprend pas vraiment ce qu'il faut faire. Et c'est là où il y a une fonctionnalité très intéressante sur Getmin qui est qu'on peut rentrer. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Donc on a quelque chose qui s'appelle le Source Explorer. Donc là, on va deep dive en fait dans les sources, les citations. Et on peut voir du coup sur chaque prompt, donc ici typiquement le prompt c'est quel est le meilleur logiciel de gestion de trésorerie pour les TPE. On va voir quels sont du coup les URL, donc on peut voir les domaines, mais moi je vous invite quand même à regarder plutôt les URL parce que vous voyez quel type de contenu c'est. Et on va pouvoir se dire est-ce qu'on est présent en fait dans ces top citations et quels sont aussi les types de pages qu'on a. Donc ici quand vous voyez ça, plusieurs questions à vous poser, c'est regardez les typologies de pages présentes dans les top citations. On va s'en ouvrir une ou deux pour regarder. Là déjà, ce qu'on voit, c'est ce qu'on ouvre 2 pages top logiciel. Bon, est-ce que nous, on a une page sur notre site top logiciel ? Voilà comment il faut raisonner. Et on peut aussi se dire, tout à l'heure on parlait de Tool Advisor, là on sait exactement l'URL influente. Tool Advisor a un top. Et ça, on se le met dans la roadmap, contacter Tool Advisor pour être mentionné dans le top. Alors, j'ai plusieurs questions là. Est-ce qu'il faut analyser prompt par prompt ? Oui. Et est-ce que c'est modèle par modèle aussi ? Là, on complexifie le truc, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est prompt par prompt, avec tous les modèles cochés en même temps. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir un filtre par modèle. Et peut-être dans un second temps, se dire... selon votre cible aussi, puisque si vous avez des cibles plutôt développeurs, peut-être qu'ils utiliseront peut-être plus un Gemini ou si, en fait ça dépend. Mais déjà en fait il y a tellement de travail à faire sur avec tous les modèles en même temps que redécomposer modèle par modèle, en fait c'est la suite logique. Mais dans l'immédiat, moi c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Je regarde les sites qui font autorité globale. Exactement. Mais prompt par prompt, ça prend déjà tellement de temps que... Non, mais on pourrait dire, moi, je sélectionne un modèle parce que je sais que mes clients consultent principalement ChatGPT ou... par défaut, on avait quand même ce biais d'aller sur ChatGPT. D'accord. Hégémonie qui est en train d'un peu changer avec la montée en puissance de Google, qui est en train de grignoter vraiment des parts de marché. Et Claude sur tout l'univers des codeurs, des ingénieurs informatiques. Exactement. Et peut-être plus, il y a Copilot dans le business aussi. Ok. Donc, un petit peu par défaut en mode adoption par Microsoft, etc. Ouais. Donc là-dessus, ça dépend un peu de votre cible. Moi, je vous conseille de garder tous les modèles. Et ici, 3 recos possibles. En fait, quand vous analysez ça, il y a 3 suites logiques, 3 actions possibles. La première, c'est vous n'avez pas la typologie de page qui est citée. Création de page, première typologie possible. Vous l'avez, mais celle-ci ne remonte pas assez. Optimisez la page. Et si jamais vous l'avez ou vous allez la créer, etc., vous pouvez aussi regarder donc toutes les URL qui sont non concurrentes. Donc là, je vous redis, mais la plateforme Tool Advisor, c'est intéressant. Peut-être que BPI France, c'est aussi intéressant. Bon, je ne sais pas comment on va avoir une mention sur BPI France, mais donc création de contenu, optimisation de contenu et aller chercher des mentions / des liens. Ça fait un peu écho à ce qu'on fait en SEO, le netlinking. Quand tu dis optimisation, ça veut dire quoi optimisation, la logique, c'est de se dire si j'ai déjà la typologie de page et qu'elle ne remonte pas, il y a une raison. Donc cette raison, ça peut être... d'ailleurs, c'est très intéressant. Il peut y avoir une raison technique. Et ça, il y a un truc intéressant à montrer, c'est que dans les audits aussi géo que je fais toujours ce qu'on appelle un texte d'exploitabilité. L'idée, c'est tout simplement d'afficher votre site avec ou sans JavaScript, puisque c'est un vieux loup du SEO, en fait, ce truc où Google et les moteurs de recherche avaient du mal, en fait, à afficher du JavaScript et à comprendre ce qu'il y avait derrière du JavaScript.
Depuis, ça va mieux, mais les LLM, c'est la cata. Donc, en gros, voici à gauche comment l'utilisateur voit le site. Donc là, on voit par exemple, il y a une map, il y a des annonces, etc. Et à droite, voici comment le LLM le voit. Ouais. Donc là, si on demande à ChatGPT quelles sont les annonces sur cette page, il n'en voit pas. Donc tout simplement, à partir de ça, si vous avez déjà la page mais qu'elle n'est pas citée, peut-être qu'il y a un problème technique. Ouais. Donc regardez ça. D'ailleurs, il y a un tool gratuit sur getmin.ai dans la section ressources qui vous permet de voir comment votre page est perçue par les modèles versus par un humain. Exactement. Et ça, c'est notamment un point très important parce qu'il faut le vérifier. Si vous optimisez le contenu alors qu'il n'est pas accessible, ça ne sert à rien. Exactement. Et pour éviter de le faire page par page, ce que vous pouvez faire, c'est de vous dire réfléchissez en template, parce que souvent les pages sont construites de la même manière. Testez une page article, testez une page produit, testez la home, et vous avez déjà testé une bonne partie de votre site. Donc pour finir, après l'optimisation, ça passe surtout par le contenu. Donc est-ce que j'ai bien optimisé mon titre à chaîne, enfin mon titre principal de la page? Est-ce que j'ai bien optimisé ma balise titre? On rejoint des conseils SEO. Là, on pourrait aller un petit peu plus loin, c'est de se dire comment est-ce qu'on rend le texte chunkable, puisque en fait les LLM, quand ils vont essayer d'extraire du texte, vont extraire paragraphe par paragraphe. Donc il y a une certaine méthodologie. Chunkable, pardon. Chunkable, c'est comment le LLM extrait le texte et comprend le texte dans une limite d'un certain nombre de tokens. Et en fait, ils prennent pas le texte dans leur globalité puisque ça coûterait trop cher. Et ils se concentrent sur des micro-parties du texte. Ouais, ça, je pense, c'est une notion importante. C'est que les modèles, ça leur coûte très cher de lire tout le contenu. Donc en fait, ils vont privilégier le contenu qui répond tout de suite à la question, qui leur coûte le moins cher. Donc si c'est compliqué à lire, déjà ils vont pas le lire. Exactement. Et s'il y a une multitude, je sais pas, il y a 12 pages pour avoir juste une réponse perdue dans les 12 pages, il va pas y passer. Très compliqué. Donc, en fait, dans la structuration du contenu, c'est très important de le faire. Et là, ça différencie quand même pas mal du SEO. Pour que tout de suite, le LLM détecte qu'il a la réponse dans ce contenu-là, soit tout de suite, soit que ça vaut le coup d'aller dépenser un peu d'argent pour lire parce qu'il sait qu'il va avoir la réponse. Carrément. Et ça, c'est des choses qu'on pourra aborder lors du prochain live, vraiment sur la partie comment est-ce qu'on optimise du contenu, comment est-ce qu'on crée du contenu. En tout cas, voilà, sur la partie audit, ça, c'est déjà un bon morceau. Et en fait, à l'issue de ça, quand vous avez fait le travail sur vos 30-40 prompts, et ce que vous pouvez faire, c'est vraiment... là, vous voyez la visibilité sur les différents prompts. Vous voyez que sur certains prompts, il y a une visibilité beaucoup plus faible. On va commencer par ceux qui ont la visibilité la plus faible. Comme ça, on agit, on gagne direct des résultats. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, votre roadmap, elle doit être composée de 3 éléments fondamentaux qui sont les contenus à créer, les contenus à optimiser et votre plan qu'on va appeler plan d'influence. Quels sont les URL, les sites que vous allez démarcher en fait pour aller vous faire mentionner. Et là-dessus, vous avez déjà une roadmap claire qui est backée par vraiment une analyse sur le prompt et pas quelque chose de trop macro. Et c'est parfait. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai initié du coup mes premières stratégies géo. Et c'est comme ça aussi que j'ai obtenu mes premiers résultats post-audit. J'ai vraiment une question qui est, si jamais mon site n'est jamais consulté, pourquoi ça sert déjà à ce que je fasse du contenu? Et est-ce que c'est grave déjà et pourquoi je ferais du contenu sur mon site s'il n'est jamais consulté? En soi, c'est grave puisqu'on passe à côté d'une source d'acquisition. Si le site est jamais consulté, et généralement, s'il est jamais consulté comme ça, c'est qu'on n'a créé aucun contenu, etc., ou que ça a été très mal fait. Donc là-dessus, en fait, c'est juste... en fait, pourquoi créer du contenu? D'une part, pour communiquer un peu sur qui on est, faire en sorte que sur le site, sur votre site, les services soient clairs. Et ça, c'est pas tout le temps le cas. Si les services sont pas clairs, le LLM ne comprendra pas. Il se base beaucoup sur le menu pour comprendre aussi l'entreprise et ses services. Si vous n'avez pas fait vos pages services, produits ou pas optimisé sur les bonnes intentions, c'est compliqué. Et ensuite, si plus vous créez du contenu, donc blog sur la thématique, plus vous allez remonter souvent en fait dans la recherche du LLM, et plus le site va avoir de l'importance à ses yeux. Il y a un aspect, je pense, aussi de confiance derrière, comme tu vois, sur Google, tu as aussi plein de critères de confiance qu'on appelle EAT. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses comme ça qui font qu'un site ou une marque a plus de confiance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT en lui-même
n'indexe pas des pages. Donc Google, c'est un gros index, quoi. C'est un gros index et vous faites une recherche, il vient requêter dedans et vous sort 10 liens bleus, quoi, 10 sites. Et en fait, le LLM, il requête pas dans un index, il lit et il choisit ce qui est probabilistiquement le plus cohérent. Mais il faut que je fasse du contenu pour les LLM et pour les humains. Donc 2 pages différentes ou je fais la même page qui va être lue par les deux? Non, la même page, je pense que c'est une histoire de... Enfin, ça d'ailleurs, c'est une bonne question. Mais je pense que c'est la même page, mais avec les optimisations qui font que ça plaît, on va dire, au LLM. Mais il faut bien sûr que si l'utilisateur lit la page, il a envie d'en savoir plus, de convertir. Donc il faut réussir à optimiser le contenu pour qu'il soit en même temps apprécié par les humains et en même temps par les modèles. Exactement. Et demain, on parlera, je pense aussi, de flux, tu vois, en e-commerce. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un flux pour faire en sorte de communiquer les bonnes infos produits. Là, on l'a tous vu un peu dans le ChatGPT, il commence à y avoir des produits. On ne sait pas trop d'où proviennent les informations de ces fiches produits. Et en fait, demain, moi, je vois vraiment quelque chose de très basé sur les flux, avec quelque chose de très technique, et ça sera peut-être une nouvelle feature sur GetMint, mais où on vient envoyer les bonnes données au bon LLM pour qu'il affiche notre site comme il faut. Donc là, on voit bien que la création de contenu est juste clé. C'est le centre. Elle va devenir vraiment compliquée parce que s'il faut que je l'optimise par prompt, pour les humains, pour les modèles, ça se trouve par modèle, parce que ce qu'on commence à détecter, c'est qu'il y a des modèles qui aiment certains contenus et d'autres de manière différente. Ça va devenir très complexe. Et d'inclure en même temps le SEO. Ça demande une force de frappe de contenu incroyable. Et en sous-jacent, il y a tout le sujet de comment on crée ce contenu. Est-ce qu'on automatise tout Parce qu'il faut le faire à scale. Si je ne sais pas combien de produits, il faut que je fasse complètement. Et qu'il soit de qualité. Ouais, il y a un gros enjeu là-dessus. De toute façon, ça fait des années qu'il y a un enjeu sur la scalabilité des stratégies de contenu. Et du coup, là-dessus, moi, je crois pas au... il y a beaucoup de boîtes qui expérimentent des process pour faire beaucoup de contenu de la rédaction IA. Je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Ce sera, je pense, l'objet de ce qu'on va creuser la prochaine fois. Comment on fait un bon brief, comment est-ce qu'on fait de la rédaction de contenu IA, mais en intégrant de l'expertise, qui est clé. Et derrière, voilà, comment on développe at scale sa stratégie de contenu. Parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, en fait, ça vient juste rajouter des tâches dans la to-do, quoi. C'est nouveau canal. Petit teaser, on a dans la boîte à carton une fonctionnalité Content Studio numéro 2, puisqu'on a déjà la V1, qu'on a travaillé ensemble là-dessus, et qui intègre tout ça et qui va vous permettre de créer du contenu de qualité at scale et de faire intervenir des experts, de travailler le brief avec différents templates. Merci beaucoup d'avoir contribué à cette fonctionnalité. On va la sortir très prochainement et ça sera l'objet du live numéro 2 concentré sur comment créer du contenu de qualité. Et donc, on vous donne rendez-vous le 26 mars à 11h30 pour ça et on reviendra en détail là-dessus. Si on revient sur notre sujet d'aujourd'hui, du coup... c'est quoi ma roadmap là, parce qu'on a un peu divagué là, en synthétique du roadmap Géo. Là, vous téléchargez le toolkit, vous arrivez dans le toolkit, vous définissez donc les prompts de la manière dont je vous ai montré. Ensuite, vous lancez un tracking sur GetMint et vous rentrez dans une phase plutôt d'audit qui va vous être plutôt guidé sur le toolkit, où vous allez faire un audit plutôt macro, ce que j'ai montré, quels sont les sites les plus cités, quels sont les domaines influents, etc. Et ensuite, vous allez faire cette démarche que j'avais affichée à l'écran, qui est l'analyse par prompt micro, où là, 3 typologies d'actions qui ressortent de cette analyse: création de contenu, optimisation de contenu et action d'influence pour aller chercher des mentions sur des sources externes. Donc la roadmap, elle est pour moi composée de une phase donc d'analyse et état des lieux, où est-ce qu'on en est, et ensuite notre roadmap, création de contenu, optimisation de contenu, influence, et l'aspect technique où il y a peut-être des choses aussi à corriger si on a vu des choses dans le test. Et en faisant ça, on le voit, tu l'as vu, les résultats peuvent arriver relativement rapidement. Ouais, complètement. En fait, si je prends l'exemple là de ce qu'on a montré tout à l'heure, typiquement si dans les sources citées, il n'y a que une certaine typologie de page et que vous ne l'avez pas, le faire, si vous avez l'autorité nécessaire, les résultats peuvent aller très vite et c'est surtout, il y a beaucoup d'impermanence. Et moi, je vois par exemple... Je donnais un petit insight là-dessus, mais des actions que j'ai pu faire avec des clients, j'ai fait des guest blogging avec d'autres sites pour essayer d'influencer un petit peu. Boum, je fais un guest blogging, on va dire avec un site A, pour pousser ma marque, pour mentionner ma marque, etc.
une semaine après, je vois ce site qui est dans le top 3 des sources les plus citées. Ah ouais. Donc il y a un truc où j'ai l'impression que ça va aussi beaucoup plus vite que en SEO. D'accord. Où on peut avoir, en SEO, c'est quand même, les résultats de la SERP sont quand même bien figés sur certaines requêtes. D'accord. Alors que là, si on arrive par certaines stratégies et par certaines mentions sur les bons sites, on peut gagner très vite en fait en visibilité. Et moi, ce que j'ai vu plutôt du côté analytics aussi, c'est tout de même, on parlait tout à l'heure que le trafic, c'était pas forcément la clé d'entrée, mais il y a du trafic, il y a un peu de trafic à aller générer, et il y a surtout des énormes taux de conversion sur ce trafic-là. Ouais. Et ça, moi, je l'ai vu, j'ai vu des taux de conversion 5 à 10 fois supérieurs au SEO. Donc, c'est hyper intéressant, et c'est pas parce que c'est petit, ça va forcément se développer, et c'est pas parce que c'est petit que ça n'a pas d'importance aujourd'hui. J'ai encore plein de questions, mais il est 12h15, peut-être une dernière avant de laisser les questions à l'audience, donc n'hésitez pas à les poser maintenant. Justement, comment je mesure la performance de mon travail en GEO ? Je pense qu'il faut avoir Du coup, il faut d'abord avoir lancé un tracking. Donc, inutile d'engranger des actions géo si on ne traque pas ce qu'on fait. Donc, avec GetMint notamment. Voilà, GetMint qui va donner tout ce niveau très AI search avec les mentions, les citations, la part de voix et la possibilité d'aller vraiment dans le détail des sources, etc. Et compléter ça avec une approche plus classique, avec peut-être un Looker Studio où dessus on a la donnée GA4 de trafic, de conversion. Pour avoir vraiment la big picture, trafic, conversion, citation, mention. Et là-dessus, forcément, quand on va mettre en place des actions, on va commencer à avoir des choses bouger. Et derrière, il faut rentrer dans des boucles d'itération où on se dit, comme sur tous les canaux, est-ce que ce que j'ai fait, ça a fonctionné, pas fonctionné ? Est-ce que j'adapte la stratégie ou pas ? Et il y a quelque chose aussi à prendre en compte, c'est que c'est pas parce que vous commencez en fait sur un premier topic, un premier batch de prompt, que vous pouvez pas, dans 2 mois, l'améliorer, le faire évoluer en fonction de comment aussi votre produit évolue ou votre service évolue. Il y a la possibilité de suivre la visibilité dans GetMint, donc ça, vous voyez une mesure de performance. Mais peut-être ce qu'on ne voit pas dans GetMint aujourd'hui, c'est est-ce que ça génère du business concrètement à l'entreprise. Ouais. Et là, il y a un conseil, souvent qu'on donne à nos clients, c'est poser la question à vos clients, comment ils vous ont connu. Comment vous m'avez connu ? Est-ce que vous avez consulté un modèle d'IA avant d'acheter chez nous ? Et ça pallie un petit peu aux zones de flou où il nous manque une partie de la performance attribuée au canal, en fait, tout simplement, sur GA4, etc. Et on voit que souvent, il y a un delta. Si vous demandez aux utilisateurs, beaucoup ont utilisé, tout dépend les situations, mais les utilisateurs, il y a plus d'utilisateurs qui déclarent avoir utilisé ChatGPT que ce qu'on voit en conversion. Nous, on voit, en général, c'est 1 à 4% le trafic. Et quand on pose la question aux clients, on passe de 20 à 40%, et voire certains 50%. Donc c'est gigantesque. Ouais. Et en fait, ça fait partie aussi d'un tout. C'est depuis 10 ans, on voit bien que les parcours d'achat, ils sont complexes. On fait plus qu'une recherche sur Google, on fait une recherche sur Google, on regarde une vidéo sur YouTube, on va se challenger sur ChatGPT. Donc c'est un peu un tout. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est un canal qui est en développement et qui prend de la place petit à petit sur tout ce process de décision en fait, du consommateur. Alors là, il y a 3 questions qui ont été posées qui sont un petit peu dans le même univers et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on touchait du doigt. La première question d'Eric. Merci Eric pour la question. Quelle est la méthodologie de mesure de GetMint ? Je vais parcourir toutes les questions parce qu'elles sont un peu dans le même univers. Une fois qu'on a défini nos prompts, comment identifier une hausse de conversion depuis les LLM sans se reposer sur les trafics référents IA dans GA4. Donc, il y a méthodologie de mesure sur GetMint et la hausse de conversion depuis les LLM sans se reposer sur GA4. Ouais, déjà, la réponse la plus simple sur la deuxième question, en fait, il n'y a que 2 solutions pour réellement jauger de l'impact de conversion donc de sa stratégie géo pour l'instant, c'est les conversions dans GA4 et ce dont tu as parlé, c'est-à-dire poser la question aux utilisateurs. Aujourd'hui, on n'a pas plus de data. Demain, on en aura sûrement, notamment sur le e-commerce. On risque d'avoir du checkout directement in-app. Et là, ils seront obligés, de toute façon aussi, avec tout ce qui est publicité, ils vont être obligés de nous donner de la data, ils vont être obligés de nous donner des éléments. Donc ça, c'est pour la première question. Ouais, sur GetMint, je peux peut-être la répondre. C'est à partir du moment où on a fait toute l'analyse et on a fait le plan d'action et notamment on a créé du contenu, notamment dans le Content Studio qu'on détaillera la prochaine fois, vous avez tout le workflow pour créer du contenu et de déclarer qu'il a été validé et mis en production. Mis en production, ça veut dire quoi ? Sur votre site ou sur
les sites que vous avez réussi à influencer. Et ça place une date globalement. Et cette date, suite à ça, vous allez voir si les courbes augmentent. Est-ce que vous êtes plus visible? Est-ce que votre site est plus consulté? Est-ce que les sites qui ont diffusé votre contenu est plus consulté? Et donc c'est comme ça qu'on fait globalement le suivi de la performance de mesure des actions que vous faites dans GetMeet. Une autre question de Nathan qui est, une fois qu'on a défini les prompts, je n'ai pas compris tout à fait de manière précise ce qui est nécessaire de faire. Ok, donc une fois que tu as défini les prompts, tout simplement, faut que tu utilises un outil comme GetMeet pour lancer un tracking. Et là-dessus, tu peux te reposer sur l'onboarding de l'outil qui va te guider en fait sur les informations nécessaires pour setup le compte. Donc on est vraiment en fait, tu vas passer de ton petit fichier comme ça, un petit peu workshop, tu peux le mettre aussi sur Excel ou un Google Sheets, à tu passes l'onboarding sur GetMeet, tu paramètres tes prompts et tu te retrouves dans une interface comme celle-ci où en fait, après plusieurs jours ou plusieurs semaines, quand il y aura beaucoup de data, tu peux commencer à analyser. Donc en fait, il n'y a pas de point bloquant clé. C'est juste passe du temps sur la création de tes prompts, sois bien sûr et challenge bien cette partie-là, puisque une fois que tu auras lancé le tracking, ce que tu vas analyser derrière sera basé dessus. Et dans GetMeet, tu peux charger ton portefeuille de prompts en CSV de manière très simple. Oui. Tu peux les taper manuellement. Il y a même un outil si tu veux des suggestions de prompts de la part de GetMeet en rentrant certains mots-clés, certaines cibles que tu aimerais adresser. Donc il y a une multitude d'outils en quelque sorte pour soit générer des prompts, soit les charger facilement. Et après, l'analyse se fait toute seule. Tu peux naviguer dans les différents onglets. Moi, j'ai une question plutôt organisationnel. Comment je dois m'organiser en interne dans mon entreprise pour faire ce travail-là? Parce que tu as mentionné, il faut qu'à un moment donné, il faut que je collabore avec d'autres personnes. À un moment donné, je me retrouve un peu seul là, avec l'outil. Il faut que je crée du contenu, il faut que je diffuse. C'est pas évident. Peut-être, et même pour les grandes entreprises, qui ont encore plus des départements assez éclatés, comment je fais globalement? En fait, c'est un vrai sujet. Et là, tu touches à un point central qui est que jusque-là, en SEO, on a beaucoup travaillé en silo. C'est-à-dire qu'il y a l'image du SEO qui faisait les contenus dans son coin, qui achetait des backlinks un peu sur des plateformes sombres dans son coin et que tout le monde regardait de loin en se disant bon, le trafic il augmente, les conversions augmentent, ça va. Le GEO, en fait, on revient un peu plus au marketing. Donc, dedans, on intègre le marketing de la performance, SEO, mais ça intègre aussi, il faut que ce soit, je pense, une action qui est pas uniquement liée au SEO. Il faut intégrer si on parle d'une grande entreprise, il faut intégrer les personnes de la communication et de la brand, puisque en fait, un des bons leviers pour aller travailler le côté mention, c'est les relations presse. Donc en fait, si tu travailles pas avec eux, tu perds quelque chose. Et comme je l'ai dit, même sur la partie donc travailler avec la brand, relations presse, etc. Travailler aussi avec les personnes. Attends, pardon, juste la relation presse, ça n'a rien à voir avec le netlinking. Donc là, on parle vraiment d'essayer d'avoir des articles dans les grands médias. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les relations presse, ils vont faire des articles, je sais pas, sur Les Échos, sur BFM, j'en sais rien. Mais eux, ils n'ont pas la vision géo derrière, c'est-à-dire qu'ils vont juste faire mentionner la marque, parfois parfois à moitié, etc. Alors que nous, on voudrait vraiment une phrase précise qui cadre le nom de la boîte avec des entités clés pour que ce soit aligné. Donc, il y a déjà ce travail-là à faire avec... on peut rapprocher ces deux unités. Ça voudrait dire que je vais voir mes relations presse et je leur dis, j'aimerais qu'on dise cette phrase en interview ou quelque chose. Tu leur dis, à chaque fois que vous faites un article avec un partenaire, faites-le moi review avant de le publier. Parce que ils peuvent, c'est une opportunité pour nous, tu vois, d'avancer. Ah ouais, d'accord. Donc, Donc là, le petit SEO qui était dans son coin, il vient à essayer de relire les communications corporate de l'entreprise. Moi, je pense que c'est la bonne approche. Et après, t'as aussi... il faut aussi impliquer, comme je l'ai dit, à l'étape, tu vois, des prompts, des personnes sales, produits sur le terrain. Et ça, on le voit, on l'a fait pour des clients, ça fonctionne super bien. Il y a des vrais retours terrain, use case qui sont très intéressants et que on peut pas inventer, mine de rien. Et encore une fois, vu que là, on peut pas se reposer sur des outils comme SEMrush, etc., on voit des volumes de recherche et on peut comprendre le sujet en tant que SEO. Là, on a besoin de personnes qui nous disent, voilà, sur le terrain, les gens, ils recherchent ça, ils ont ce besoin. Et du coup, voilà, on peut bosser avec ces personnes-là. Et en fait, on se retrouve vite, voilà, du SEO tout seul à
SEO intégré un peu dans une logique un peu produit-service et après SEO intégré dans des opérations de communication plus globales. Donc ça, c'est un peu l'orga dans la boîte. Et après, je pense qu'il faut forcément... Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir émerger des rôles de AI Search Manager dans certaines grosses boîtes françaises. Et donc là-dessus, ce sera... C'est quoi ce rôle exactement? Ce rôle, à l'image du SEO Manager, c'est la personne qui est en charge de ce canal-là, quoi. Mais du coup, il est placé... alors pardon pour les SEO, mais de manière beaucoup plus stratégique dans l'équipe marketing, parce qu'il doit... Il remonte, il est plus marketing que le SEO qui est capable. Plus enfin, faut que ça... D'après ce que je comprends, il faut que ça soit quand même porté par la direction marketing pour donner des accès à des départements auxquels, normalement, à la base, le SEO manager n'avait pas accès facilement, quoi. Pas de façon commune, clairement. Parce qu'il y a des sujets techniques aussi, on l'a vu. Faut que je puisse parler à mes devs ou à celui qui gère mon site. Il y a un gros travail de R&D aussi à faire par ce profil-là. Donc, il faut que ce soit un profil curieux, qui fasse beaucoup de veille sur comment évoluent les choses. Là, on a vu encore ces derniers jours des news passer sur Bing, Webmaster Tool, etc. Il y a ce... C'est pas généralisé. Et par contre, en interne, sinon, c'est souvent le SEO manager qui porte la casquette, puisque c'est très lié au final. Mais par contre, il faut... pour que ça se passe bien, je pense qu'il ne faut pas qu'il bosse en silo. Et encore une fois, derrière, en termes d'organisation pure, cette roadmap, elle vient s'ajouter, elle peut être mergée, donc elle peut être unifiée avec les contenus SEO et la roadmap plus globale. Et voilà, donc approche plus macro, plus brand, besoin de solliciter d'autres personnes dans l'entreprise. Et de toute façon, on est encore sur de la R&D, on observe les choses évoluer, donc on verra bien dans les prochains mois, quoi. Et ensuite, il faut que je produise du contenu. Exactement, donc après, il y a aussi un besoin de création de contenu, souvent soit externalisé, soit via des systèmes en interne pour créer du contenu, soit via des rédacteurs. Donc après, c'est un peu l'univers un peu SEO classique où on bosse avec des rédacteurs. Voilà, c'est un peu la logique. Mais bon, faut que le rédacteur soit quand même bien calé en GEO s'il le fait lui-même, quoi. S'il n'utilise pas un outil comme le Content Studio GetMint, c'est... Tout dépend aussi le niveau de maturité, tu vois, du SEO sur le sujet et à quel point il comprend le sujet, il fait les bons briefs et il a la bonne approche, encore une fois. Et le contenu doit être fait en quelle langue? Alors ça, c'est une bonne question. Y a un truc intéressant, c'est que ChatGPT source beaucoup sur du anglophone. D'accord. Bon, ça, c'est peut-être amené à changer, je me dis, dans les prochains mois. Mais en fait, pour moi, si votre marché, c'est la France, faites du contenu sur la France. Si votre marché, c'est les US, faites du contenu sur les US. Ça sert à rien d'essayer de décliner son contenu en 8 langues différentes si on n'est pas présent sur les marchés. Et c'est aussi très technique de le faire. Enfin, ça paraît simple comme ça, mais ceux qui y sont frottés un peu le savent sur les sujets contenus. Et d'ailleurs, c'est un rôle par marché. Parce que si je dois travailler mon GEO en France, je dois parler à toutes les équipes. Tu me disais marketing, peut-être RP, peut-être sales, technique, etc. pour la France. Parce que les expressions de besoin, l'univers concurrentiel ne sont pas les mêmes. Aux US, c'est du coup, un autre pays, c'est un autre manager. Un autre manager qui consulte d'autres équipes, en tout cas d'autres données. Et exactement. Soit c'est quand même une petite boîte. Moi, j'accompagne quelques SaaS en France où on a le marché français, on attaque les US aussi. Bon, on n'est pas une multinationale, il y a qu'une personne en SEO, mais dans les boîtes un peu plus matures, on a généralement un profil par marché. Pas tout le temps le cas. Chez Docto, côté B2B, c'est pas forcément le cas. Et du coup, des fois, on se retrouve avec des marchés où il y a un peu une dette sur le côté expertise SEO ou GEO. Et du coup, il faut apporter aussi son soutien et essayer d'y aller aussi, quoi. Je vois qu'il est l'heure. Il n'y a plus de questions. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire GetMint. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre page getmint.ai/academy. Il y a énormément de ressources, de guides, de tutos vidéo pour que vous soyez accompagné dans cette exécution GEO. Vous pouvez aussi télécharger, comme je disais, le toolkit gratuit qui va vous guider pas à pas pour structurer votre démarche. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur GetMint. Vous allez profiter de 14 jours gratuits pour faire toutes ces étapes, faire les prompts, lancer les analyses, commencer à faire l'audit. Et puis, on le verra dans le live numéro 2, comment créer du contenu at scale grâce à l'outil Content Studio de GetMint. Et du coup, pour ma part, je vous donne rendez-vous
avec Victor d'ailleurs, le 26 mars prochain à 11h30 pour l'épisode 2 de ce live Get Mint dédié à la production de contenu qui est optimisé pour les IA. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous.